Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'examen de la proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal. À mes côtés, pour en parler, le sénateur Thierry Foucaud. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de cette proposition de loi. Vous appelez les consciences éveillées de ces milliers de manifestants à passer aux travaux pratiques. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Bien, passer aux travaux pratiques, on a bien vu que dans les manifestations, beaucoup de manifestants demandaient justement la suppression de ce bouclier fiscal. Pourquoi ? Parce que le bouclier fiscal, c'est 458 millions d'euros. Qui profitent à 14 000 personnes, des privilégiés bien sûr. 14 000 personnes sur 458 000 euros, c'est 33 000 euros par personne. Et pour toucher 33 000 euros, il faut déjà avoir un patrimoine conséquent. D'ailleurs, certains touchent 368 000 euros, et pour 368 000 euros, c'est un patrimoine de 24 millions d'euros. C'est quand même énorme. Donc ça profite à une infime minorité. Aujourd'hui, nous disons que la France va mal, que le peuple de France veut de meilleures rémunérations, veut du travail, en a marre du chômage, et nous pensons que ces 458 000 euros peuvent servir à d'autres choses qu'à des privilégiés, quoi. Donc vous avez profité de cette première journée réservée aux groupes minoritaires pour proposer cette proposition de loi. C'est important, selon vous, de moraliser la vie financière actuellement ? Bien sûr, quand on voit encore aujourd'hui que la direction de Renault met de côté plus de 8 millions d'actions, près de 9 millions d'actions d'une valeur de 612 millions d'euros pour ses cadres dirigeants, alors que dans le même temps on licencie, dans le même temps on pense au chômage technique et au chômage partiel. Il y a quand même une injustice sociale, une injustice fiscale flagrante, et cette France n'en peut plus mais n'en veut plus, et il faut changer le cours des choses. Il faut que cet argent soit investi justement au niveau des salaires, au niveau de la production, pour que réellement nous puissions changer le cours des choses. Alors on a appris aujourd'hui que visiblement un décret sera publié pour encadrer les bonus et les stock options des entreprises aidées par l'État. Ça va dans le bon sens selon vous ? Non, pas forcément. Pourquoi ? Parce que en 2007, par exemple, François Copé, qui était ministre du Budget, nous disait que ce bouclier fiscal devait servir à 90 000 personnes, soi-disant des gens modestes, des artisans, etc. On a bien vu que c'était faux, que c'était totalement faux, et que ce bouclier fiscal a bénéficié qu'à une partie de privilégiés. Nous n'y croyons toujours pas en ce qui concerne ces décrets, d'autant plus que ce bouclier fiscal permet aussi de diminuer l'impôt sur la fortune. C'est pourquoi il faut légiférer. Et, bien sûr, nous disons que notre loi est discutable, nous pouvons en discuter, on peut l'amender, mais il faut légiférer pour justement mettre les choses clairement en ce qui concerne le bouclier fiscal et sa suppression, et en ce qui concerne les rémunérations des grands cadres dirigeants, et puis aussi en ce qui concerne la question des stock options, qui aujourd'hui, au travers de la France, décriés comme quelque chose de scandaleux, de honteux. Et je dois dire que ces gens qui profitent de celles et de ceux qui transforment la marchandise, je dois dire, ne doivent pas avoir bonne conscience. Merci beaucoup Thierry Foucaud. Donc je vous laisse aller dans l'hémicycle. Donc où sera discutée cet après-midi, je vous le rappelle, la proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal. Bonne séance à tous. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal et à moraliser certaines pratiques des dirigeants des grandes entreprises en matière de revenus, présentée par M. Thierry Foucaud et les membres du groupe CRC. La parole est à qui ? Dans la discussion générale, la parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la proposition de loi. Vous avez la parole, chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots rapides pour regretter que ce débat ne puisse se dérouler en présence de Madame la Ministre de l'Économie et des Finances, pas plus d'ailleurs qu'en celle du Ministre du Budget, compte tenu d'ailleurs des thèmes de discussion et de leurs plus récentes déclarations.
Sans faux procès, Monsieur le Ministre, nous regrettons que l'initiative parlementaire en matière fiscale ne se traduise pas par la présence au banc du gouvernement des premiers intéressés, ceux d'ailleurs qui semblent montrer le peu de considération dans lequel on tient précisément la représentation nationale sur un projet, sur un texte qui préoccupe, vous savez, les Françaises et les Français. Venons-en, ceci dit, au cœur du sujet qui nous occupe ce jour. Quand nous avons déposé, le 15 octobre dernier, cette proposition de loi sur le bouclier fiscal et les conditions de rémunération des dirigeants d'entreprise, nous ne pensions pas que ces questions prendraient, comme c'est le cas aujourd'hui, place dans le débat politique avec une acuité toute particulière. Voyons-y l'une des conséquences de l'approfondissement d'une crise économique qui apporte chaque jour son lot de plans sociaux, de chômeurs supplémentaires, de réduction d'activité, de fermeture d'entreprises, de mise en cause de la vie quotidienne de centaines de milliers de salariés et bien sûr de leurs familles, confrontés à l'incertitude du lendemain. Cette crise globale et mondiale trouve son origine dans les dérèglements dont les marchés financiers ont fait l'objet, à force de rendre toujours plus opaques les libres échanges qui s'y déroulaient et de faciliter la libre et rapide circulation des capitaux. Il serait toutefois malhonnête de limiter la crise que nous connaissons au seul dérèglement des marchés financiers, moyennant quoi une bonne dose de régulation et de subite, je dois dire, prise de conscience des organismes financiers internationaux, comme d'ailleurs des banques centrales, suffirait à remettre les choses d'aplomb. La crise recouvre dans chaque pays où elle se produit des caractères nationaux, fruit notamment du degré de libéralisation du droit des affaires, comme du travail d'ailleurs, mais aussi des choix budgétaires et fiscaux opérés depuis de longues années. En ce sens, le bouclier fiscal trouve toute sa place dans ce schéma comme facteur et fauteur supplémentaire de crise, parce qu'il correspond au détournement de l'argent public au profit exclusif d'une infime poignée de privilégiés. Sur la rémunération des dirigeants, la question qui est posée est également celle de l'égalité devant l'impôt. Au seul motif de la responsabilité à haut niveau dans telle ou telle entreprise, une infime minorité de cadres salariés du privé, et leurs familles parfois, je dirais, bénéficient de conditions privilégiées de rémunération qui les dispensent de s'acquitter de l'impôt au niveau où cela devrait se produire si ces revenus se trouvaient assimilés à des salaires. La question de l'attractivité de certains postes de direction d'entreprise se mesure-t-elle, comme tente de le faire croire, depuis d'ailleurs si longtemps, et sous les prétextes les plus fallacieux, le rapporteur général à la consistance du parachute doré, du plan d'option d'achat d'actions, de la valeur des actions gratuites ou de la retraite chapeau dont bénéficient ou bénéficieraient des dirigeants concernés. Si tel devait être le cas, permettez-nous de nous interroger sur la conscience professionnelle de tels dirigeants devenus de véritables chasseurs de primes. Ce qui semble clairement établi aujourd'hui et dans l'affaire de la Société Générale, je dirais Jérôme Kerviel revient, et en même temps des bonus qu'ont failli s'attribuer ces dirigeants, c'est que le dispositif des stock options et toute rémunération de cette nature ne vise qu'une seule chose: comment gagner beaucoup d'argent sans nécessairement mériter de le percevoir au regard du travail accompli et payer le moins possible par l'impôt et les cotisations sociales. Oui, monsieur le rapporteur général, stock option ou parachute doré, ce n'est que cela, une magnifique niche fiscale et sociale réservée à quelques privilégiés au mépris du travail des autres et surtout en profitant du travail des autres. Ce sont d'obscurs conseillers clientèle, rémunérés au pourcentage, qui font le produit net bancaire de nos grandes banques, mais ce produit est appelé à être largement capté par les dirigeants dont le seul mérite est bien souvent de seulement diriger. Ce sont des ouvriers, des techniciens, des cadres qui conçoivent, fabriquent
et vendent les produits de nos grandes entreprises industrielles. Et ce sont quelques dirigeants, souvent investis de missions de représentation, qui sont appelés, via leurs stock options et leurs bonus divers et variés, à en tirer parti. Pour les uns, c'est modération salariale et intensification continue de la productivité. Pour les autres, c'est vive la bourse, les plus-values et les dividendes. C'est cela qui est devenu parfaitement intolérable pour la grande majorité de la population de notre pays. On ne peut plus dire aux salariés des entreprises confrontées au chômage technique, comme ceux de Renault Sandouville ou de Cléon, ceux de Continental Clairoy, monsieur le rapporteur général, dont l'entreprise risque la fermeture, de Forestia Auchel, de Goodyear à Amiens, de Fulmen à Auxerre, de ceux de Molex-Villemur et tant d'autres, que pendant qu'ils accumulent journées de chômage technique et perte de salaire, il reste en France encore quelques dirigeants de banques et d'entreprises qui peuvent impunément et sereinement jouer en bourse. D'ailleurs, on apprend encore ce matin que Renault a décidé de provisionner des stock options pour 2009. Je dirais honte. Honte à l'actionnaire qu'est l'État s'il accepte ce déni de justice sociale. Au demeurant, permettez cet aparté, mais nos banques et nos plus grandes entreprises seraient encore propriété publique, nous n'aurions sans doute pas à pratiquer la danse du ventre pour les voir dirigées par quelques financiers et affairistes à la recherche, je dirais, des conditions salariales les plus avantageuses et donc les plus dérogatoires du droit commun. Évidemment, vous allez me dire, une fois encore, que depuis 2007, la loi est intervenue à plusieurs reprises pour fixer le code de la rémunération des dirigeants et éviter toute dérive. Mais voilà, mes chers collègues, qu'il s'agisse des dispositions de la loi TEPA, du code éthique du MEDEF ou de la loi sur les revenus du travail, tout a volé en éclats entre l'affaire Forgeard et celle de la Société Générale, entre l'affaire Chevreux, Crédit Agricole et ce qu'on entend dire sur Renault et Valeo, mais aussi toutes celles qui vont sortir dans les jours à venir. Ne dites pas que messieurs Oudéa et Bouton n'ont rien compris. Ils ont au contraire très bien compris que le cadre législatif fixé par les textes que je viens d'évoquer ne créait pas de contraintes insurmontables à la pratique, à la poursuite des pratiques antérieures. Il n'y a, de notre point de vue, ni justice, ni justification quelconque qu'un dirigeant d'entreprise puisse obtenir, au titre d'une rémunération accessoire, plusieurs centaines de fois le salaire moyen des employés de son entreprise. Et oser concevoir des plans de stock option, comme cela se fait à la Société Générale ou au Crédit Agricole, alors même que l'argent public est venu ces derniers temps, vous le savez, renflouer des caisses passablement asséchées par les errements sur produits financiers dérivés, et, de mon point de vue, de notre point de vue, celle de notre groupe, parfaitement inacceptable. Il est donc temps de légiférer, et de légiférer vraiment sur la rémunération des dirigeants d'entreprise, d'autant que la pertinence des stock options, à en croire d'ailleurs Madame Lagarde, commence d'être mise en cause dans l'esprit même de celles et de ceux qui les défendaient jusqu'à il y a peu. Rappelons que légiférer sur cette question reviendrait à s'intéresser à la situation de moins de 20 000 redevables de l'impôt sur le revenu, ceux qui représentent quelque chose comme un demi-millième des contribuables de cet impôt fondateur de l'égalité républicaine et de la justice fiscale. Et ce régime de faveur coûterait au bas mot de 100 à 150 millions d'euros de recettes fiscales pour l'État. Ce sont d'ailleurs peut-être les mêmes qui sont concernés par le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, un dispositif que nous ne pouvons que présenter avec plus de précision encore à l'occasion de ce débat. Nous avons, dès lors qu'il a
qu'il en a été question était opposé à la création de ce dispositif de remboursement d'impôts dont on avait prétendu à l'origine qu'il allait concerner d'abord et avant tout des ménages modestes. Mensonge. Ainsi, M. Copé, alors ministre du Budget, avait soutenu en décembre 2005, je cite, il disait « En effet, sur les 93 000 personnes qui bénéficieront de ce plafonnement, près de 90% sont dans le premier décile de revenus. Cela s'explique par le fait que les impôts locaux ont été intégrés au bouclier fiscal. C'est un point très important auquel je tiens beaucoup. Cela signifie qu'il s'agit d'une mesure de justice. Ce dispositif concernera les artisans ayant connu une année difficile, les agriculteurs ayant subi une mauvaise récolte, des créateurs d'entreprises, bref, un certain nombre de nos compatriotes qui sont aujourd'hui dans une situation modeste. Je tiens d'ailleurs des simulations à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs. Voilà ce que disait M. Copé en décembre 2005. Il est juste dommage de constater, au point où nous en sommes, que le nombre de bénéficiaires du bouclier fiscal n'a jamais atteint le niveau annoncé en 2005, ce qui pose évidemment et de manière récurrente la question même de sa raison d'être. Le gouvernement de M. Sarkozy-Fillon n'a en effet, alors même qu'il en a encore renforcé le dispositif en intégrant, parce que ça vous ne le dites jamais assez, la CSG, la CRDS, et en réduisant le plafond à 50% des revenus, que 14 000, peut-être misérables contribuables, à se mettre sous la dent. Et ne voilà-t-il pas de surcroît que si plus de 8 000 de ces contribuables ont perçu un chèque d'une valeur moyenne de 535 €, sans doute lié à leur seule imposition locale, il en est moins de 900 qui se sont vus accorder un remboursement d'une valeur moyenne de 368 000 €, c'est-à-dire 30 fois le SMIC annuel. Alors, je voudrais dire quand même que pour avoir 368 000 €, il faut quand même déclarer au moins un patrimoine de 24 millions d'euros. Des données. Oui, il est malheureux. 368 000 € avec un patrimoine de 24 millions d'euros. Des données d'ailleurs encore plus précises nous indiquent d'ailleurs que moins d'une vingtaine de contribuables auraient obtenu du Trésor public un remboursement supérieur à 2,5 millions d'euros. Dites-nous non. Résultat, comme nous l'avons dénoncé dans des discussions budgétaires antérieures, et vous le savez, à chaque discussion budgétaire d'ailleurs, que ce soit au niveau de la loi de finances initiale comme au moment du collectif, l'essentiel de la dépense fiscale liée au bouclier fiscal, c'est-à-dire l'essentiel des 458 millions d'euros de pertes de recettes qu'il représente, est accaparé par des contribuables particulièrement riches, je dois dire très riches, et pour tout dire, assujettis à l'ISF. Je vais d'ailleurs vous livrer mon sentiment. C'est bel et bien parce que vous avez décidé de vous attaquer à l'ISF dans la loi TEPA, en prenant des mesures d'allègement sur la valeur de l'habitation principale ou le financement des PME, que finalement, le bouclier fiscal ne rencontre désormais qu'un succès tout relatif. Le bouclier fiscal agit quelque part comme une niche de plus, une niche de trop, comme une boursouflure du droit pour des contribuables dont la situation est déjà largement prise en compte par ailleurs. Savez-vous comment il faut déclarer de patrimoine? Je vous l'ai dit, pour 368 000 € d'ISF, il faut 24, et je crois qu'il faudrait rappeler ce chiffre lorsque l'on voit cette France qui vit mal aujourd'hui, 368 000 € de récupération d'ISF, 24 millions de patrimoine. 24 millions de patrimoine, c'est 12 à 15 fois le patrimoine moyen des contribuables de l'ISF. Et encore, ne s'agit-il de ce que je parlais que du remboursement au titre du bouclier fiscal, puisqu'on peut penser que des impôts restent dus. Allez nous expliquer, mes chers collègues, que c'est
là la réussite que l'on récompense. Ce qui est récompensé, ce ne sont que des privilèges acquis par héritage et qui, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec la rémunération du travail et beaucoup avec la position sociale d'origine. Nous n'avons pas à faire la loi pour quelques affairistes à l'affût de coups de bourse, mais pour servir l'intérêt général. À la vérité, devant son peu de succès auprès des contribuables, le bouclier fiscal est devenu indéfendable. Il a aujourd'hui tous les travers d'une énorme niche fiscale au profit d'une infime minorité de contribuables de l'ISF. Notre proposition de loi a le mérite de la simplicité. La suppression du bouclier fiscal, dispositif inopérant, sans impact économique avéré, superfétatoire, est une nécessité objective en ces temps de crise où la grande majorité des Françaises et des Français doivent se serrer la ceinture. Alors, tirez le bilan de la pratique et osez pour une fois revenir sur ce que vous avez voté et pourquoi certains concèdent aujourd'hui d'ailleurs avoir été abusés. Supprimons ensemble ce bouclier fiscal, la mise en cause aussi des stock options et autres rémunérations dérogatoires dans un contexte de pression continue et renforcée sur les salaires est du même ordre. La faillite, je dirais, d'un système économique où la richesse créée par le travail a été, et cela au fil du temps, de plus en plus captée par le capital, et bien sûr ses dérivés, est patente et impose de repenser l'organisation économique comme notre système fiscal sur des bases nouvelles. Cette proposition de loi que nous vous invitons à adopter en constitue une première étape, modeste, assez fortement symbolique, mais néanmoins nécessaire. Il est temps de rendre à l'impôt toutes ses vertus républicaines et de faire contribuer justement chacune et chacun en fonction de ses possibilités à l'œuvre commune. Le redressement économique, mes chers collègues, le redressement économique du pays passe aussi par les mesures que nous vous proposons ici d'adopter. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre de la séance mensuelle réservée aux initiatives des groupes politiques d'opposition et des groupes minoritaires, nous sommes tous des minoritaires dans cette Assemblée, selon les nouvelles dispositions de l'article 48 alinéa 5 de la Constitution. Jusque-là, rien à dire. Alors, le groupe communiste républicain et citoyen et les sénateurs du parti de gauche mettent l'accent sur un sujet important et délicat. Il convient de souligner, comme l'a fait à plusieurs reprises le président de la République, dans son discours de Toulon le 25 septembre, puis cette semaine dans son discours de Saint-Quentin, que le fait d'occuper des responsabilités économiques éminentes crée des devoirs. Je crois devoir le répéter à mon tour au début de ce rapport. Lorsqu'on a le talent, lorsqu'on a la chance de diriger des hommes, des femmes, et c'est une haute mission de diriger, il convient d'être très attentif à l'environnement économique et social et de faire preuve de bon sens. Et il est des périodes où l'esprit public, en effet, est à juste titre très sensible aux questions de rémunération et aux avantages annexes aux rémunérations. Dans la vieille société,
on pratiquait le principe, bien connu dans nos provinces, pour vivre heureux, vivons cachés. On n'aimait pas étaler la richesse, et plus on était riche, moins on le montrait. Dans la société d'aujourd'hui et dans le monde globalisé, on estime parfois devoir apparaître. La société est devenue une société d'apparence. Et parmi les apparences, parmi ces choses qui brillent, il y a en particulier certains avantages annexes aux rémunérations. Et, mes chers collègues, c'est bien le contexte dans lequel nous traitons de la présente proposition de loi. La Commission des finances, qui m'a confié ce rapport, m'a incité à regarder avec beaucoup de précision les 7 articles de la proposition de loi et, comme on peut l'observer en se référant à mon rapport écrit, l'analyse a été approfondie. Toutefois, la matière dont nous traitons n'est pas strictement nouvelle, car il faut rappeler que dans chacune de nos discussions budgétaires de ces derniers mois, les sujets dont nous allons traiter cet après-midi sont revenus avec insistance, et les arguments que nous avons échangés l'ont déjà été dans cet hémicycle à de nombreuses reprises. Vous ne serez donc pas surpris, mes chers collègues, que je vous dise que la Commission, dans sa majorité, appelle au rejet des différents articles de la proposition, mais rejet motivé, argumenté, et la séance de cet après-midi va nous permettre à nouveau de confronter nos différents arguments. Telle est la règle normale dans un monde pluraliste et au sein d'une assemblée comme la nôtre. La suppression pure et simple du bouclier fiscal remettrait en cause un dispositif qui souhaite éviter le caractère confiscatoire de l'impôt. Les chiffres de l'administration fiscale confirment l'utilité de ce dispositif tel qu'il a été retouché par la loi de l'été 2007. 2 tiers des 14 000 foyers fiscaux bénéficiaires du bouclier sont des foyers à revenus très modestes, mais possédant leur résidence principale et pour qui le poids de la taxe foncière peut être difficilement supportable. Néanmoins, mes chers collègues, vous le savez, la Commission des finances a, à de nombreuses reprises, exposé ces derniers mois que le bouclier fiscal n'est pas sans reproche. Mais, s'il n'est pas sans reproche, c'est parce qu'il est un dispositif dérivé d'un autre, l'impôt de solidarité sur la fortune. Je voudrais rappeler que nous avons, Jean Arthuis, Jean-Pierre Fourcade et moi-même, lors de la discussion de la loi de finances pour 2009, soumis à notre Haute Assemblée un amendement que j'appelle la trilogie et qui comportait la suppression du bouclier fiscal, l'abrogation de l'impôt sur la fortune et la création en contrepartie et à due concurrence des montants ainsi abandonnés par le budget, la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Cette disposition, ou plus exactement cette trilogie, devront s'appliquer un jour ou l'autre. C'est manifestement la solution. Pour autant, mais je parle d'une perspective plus longue, pour autant, tenir des débats de stratégie fiscale
en pleine crise ne paraît vraiment pas très opportun, pas très réaliste, car, mes chers collègues, nous sommes dans une phase où nécessairement les jalousies sont exacerbées. Et par ailleurs, tout débat de politique fiscale risque soit d'apparaître comme provocateur, soit d'aboutir à un alourdissement de la fiscalité qui serait un handicap supplémentaire au moment où la récession est ce qu'elle est. Il est tout à fait clair qu'à l'avenir, en sortie de crise, nous serons toujours, et peut-être même encore davantage, dans un monde ouvert, où les compétences devront circuler, où les entreprises devront faire appel aux talents et les payer au prix du marché, qu'on le veuille ou non. Et que, mais c'est une réalité, et personne ne propose un modèle de repli derrière des frontières. Personne, à quelque endroit qu'on se situe, n'ose même décrire ce que pourrait être ce modèle. Donc n'ayons aucune espèce d'illusion, l'attractivité du territoire et l'attractivité fiscale en particulier demeurera un objectif incontournable de la politique fiscale en sortie de crise et lorsque notre économie aura retrouvé le chemin de la croissance. Venons-en à présent aux politiques de rémunération. J'évoquais au début des considérations morales, des considérations de comportement qui devraient s'imposer à l'esprit de tous, et plus particulièrement à l'esprit de celles et ceux qui ont les plus hautes responsabilités dans le monde économique. Pour autant, est-il raisonnable d'imaginer un plafonnement général de tout ou partie des rémunérations, une suppression ou l'impossibilité de mettre en place des mécanismes d'association au capital des dirigeants et des mandataires sociaux des entreprises? Il est clair qu'aller aussi loin, comme le propose le présent texte, ce serait nous créer des handicaps particulièrement lourds pour demain et pour après-demain dans la compétition internationale. Je voudrais rappeler que le législateur auquel nous participons est loin d'avoir été inactif ces dernières années. Au contraire, il est intervenu sur tous ces sujets à de nombreuses reprises afin d'encadrer des pratiques, d'améliorer le contrôle des actionnaires, de garantir la transparence et d'aller dans le sens d'une certaine justice sociale. Je peux rappeler que la loi du 3 décembre 2008 relative aux revenus du travail a subordonné l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions aux mandataires sociaux, à la distribution des mêmes options ou d'actions gratuites à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou à la mise en œuvre d'un dispositif d'intéressement ou de participation volontaire ou dérogatoire. C'est une disposition importante qui consiste à partager à l'échelle la plus large dans l'ensemble de l'entreprise cet intéressement à l'éventuelle plus-value sur le capital. Je rappellerai aussi que la loi de finances pour 2009 a modifié le régime fiscal des parachutes dorés en plafonnant le montant des indemnités de départ déductibles du bénéfice imposable à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Je rappellerai que la loi du 21 août 2007, si vilipendée par certains, malgré ses évidentes qualités, a interdit les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société
Et ces performances, elles peuvent et doivent être constatées et attestées par des éléments précis et chiffrés qu'il appartient aux assemblées générales et au conseil d'administration de constater et de faire respecter. Permettez-moi aussi, mes chers collègues, de citer la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui a encadré les modalités de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, en prévoyant que le rapport de gestion des sociétés cotées doit présenter les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. Ce même texte impose aux sociétés de définir des obligations de conservation sur tout ou partie des titres attribués aux dirigeants, et ce jusqu'à la cessation de leurs fonctions. Enfin, la loi dite Breton du 27 juillet 2005. Vous regrettez cette période, non? A notablement renforcé les obligations de transparence des sociétés cotées, en soumettant au régime des conventions réglementées les éléments de rémunération versés à raison de ou postérieurement à la cessation des fonctions des dirigeants. L'application de ce régime implique, pour ce que l'on peut appeler les retraites chapeaux, les indemnités de départ, les parachutes dorés, une autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance, l'information des commissaires aux comptes, la soumission de ces conventions à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. Je rappelle en tout dernier lieu qu'en cas de perception de rémunérations excessives ou interdites, le bénéficiaire expose non seulement sa responsabilité civile, mais aussi sa responsabilité pénale sur le chef d'abus de biens sociaux si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis. Il me semble important d'insister sur la responsabilisation de l'ensemble des acteurs du gouvernement d'entreprise et je conclurai sur ce thème si vous me le permettez. La moralisation des pratiques de rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux relève, je persiste à le dire, d'abord de la responsabilisation, de l'autodiscipline des mandataires sociaux, qui ne doivent pas vivre dans une bulle, mais dans la réalité sociale de leur pays d'aujourd'hui. Parallèlement au renforcement du cadre législatif, il existe depuis plusieurs années une volonté d'élaborer des règles de conduite, de les faire prévaloir, et nous savons que de la part des pouvoirs publics, la demande est forte pour parvenir à des normes encore plus précises, mieux élaborées et qui soient davantage opposables aux dirigeants et aux mandataires sociaux des entreprises. De nouvelles recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux dans les sociétés cotées ont été proposées en octobre 2008. Convient certainement d'aller plus loin. Et il est important, je crois, de bien identifier une situation particulière qui est celle des entreprises aidées par l'État en vue de faire face à la crise. Qu'il s'agisse du financement du secteur bancaire, qu'il s'agisse du financement des filières automobiles, qu'il s'agisse des plans sociaux aidés financièrement par la collectivité, oui, il semble tout à fait logique et normal que ces aides comportent des conditionnalités. À la vérité, on appliquerait là ce qui s'applique au plan international. Quand un État vient trouver le Fonds monétaire international, l'aide lui est allouée moyennant un certain nombre de conditions qui vont dicter son comportement. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Si un groupe bancaire
a besoin du concours de l'État pour opérer son refinancement ou pour renforcer ses fonds propres, si un groupe présent dans la filière automobile a besoin de se faire aider par des concours temporaires de l'État, il est logique, il est normal que des conditionnalités prévalent et qu'elles conduisent les dirigeants à souscrire à une discipline, à plus encore de transparence et à une modération de leurs comportements salariaux et relatifs aux différents éléments annexes aux rémunérations. Nous allons prendre connaissance dans les jours qui viennent de dispositions de cette nature et elle me semble, à titre personnel, apporter une réponse plus raisonnable, plus équilibrée aux préoccupations d'aujourd'hui que ce n'est le cas dans la proposition de loi de nos excellents collègues du groupe communiste, républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche. Dans ce contexte, vous comprendrez que notre commission soit peu favorable, c'est une litote, à l'adoption des dispositions préconisées par la proposition de loi. Les attitudes vertueuses doivent être encouragées, soutenues, voire initiées par les pouvoirs publics. Néanmoins, le texte qui nous est proposé n'est pas une réponse correctement dimensionnée. C'est un texte qui créerait des dégâts économiques encore plus graves dans notre pays. Et pour l'ensemble de ces raisons, vous le comprendrez, la Commission des finances appelle au rejet des différents articles qui composent cette proposition de loi. Mes chers collègues, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur général. La parole est à Monsieur André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, cette proposition de loi du groupe communiste, républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche vise à abroger le bouclier fiscal et prétend moraliser certaines pratiques des dirigeants de grandes entreprises. Disons-le tout de suite, cette proposition ne répond pas de façon adéquate aux problèmes qui ont été soulevés par un certain nombre d'abus récents que le président de la République a d'ailleurs condamné avant-hier à Saint-Quentin, ni d'une manière générale aux problèmes que connaît actuellement notre pays. L'article 1er, c'est dit clairement, l'article 1er de votre proposition de loi vise à supprimer le bouclier fiscal. Sur ce sujet, le discours du gouvernement n'a pas varié. Changer de cap en pleine crise n'arrangerait rien. Je sais que l'opposition souhaite faire du bouclier fiscal un point de fixation du débat public, politique, et cette proposition de loi en est le témoignage. Mais la politique du gouvernement ne se réduit pas au bouclier fiscal. Vous ne pouvez pas tordre les chiffres pour les besoins d'une communication politique. Le bouclier fiscal de 2008, mesuré au 12 février 2009, dernière date dont j'ai les chiffres, c'est, on l'a dit, 458 millions d'euros, soit 7,7 milliards de la loi dite TEPA. Entendons-nous bien, le bouclier fiscal, c'est 6% de TEPA, pas plus. Le paquet fiscal, c'est d'abord des mesures pour le plus grand nombre, heures supplémentaires, crédit d'impôt pour emprunt immobilier, mais surtout, je voudrais mettre les pieds dans le plat et l'affirmer nettement. Un plafonnement des impôts directs à 50%, c'est tout d'abord une mesure juste. C'est même une règle de valeur constitutionnelle chez plusieurs de nos voisins. Il s'agit d'éviter qu'on travaille plus d'un jour sur deux pour l'État. Il est tout à fait contre-productif de chercher à stigmatiser les contribuables qui exercent leur droit à restitution. Ce sont des personnes qui ont un remboursement total de 458 millions d'euros, mais qui avaient préalablement payé plus de 1,1 milliard d'euros d'impôts. Et même pour les 834 contribuables
qui concentre 307 millions d'euros de remboursement que l'opposition a choisi de singulariser dans les données qui ont été transmises aux commissions des finances de l'Assemblée par Éric Woerth. Ceux-là ont initialement payé 585 millions d'euros, soit à peu près le montant de leurs revenus. Si on veut les faire partir, dans un monde où le capital est mobile, où les personnes sont mobiles, leur prélever plus de la moitié de leurs revenus est exactement ce qu'il faut faire. On voit d'ailleurs que le bouclier fiscal a un impact positif de ce point de vue. En 2007, écoutez bien ce chiffre que vous ne citez pas assez, les départs du territoire ont baissé de 15%, les retours ont augmenté de 10%. Ce coup de frein au départ, c'est la première fois depuis 2000 qu'on l'observe. Ça n'est pas un hasard si c'est la première année de mise en œuvre du bouclier fiscal qu'on l'observe. Je remarque d'ailleurs que les 2/3 des bénéficiaires du bouclier fiscal sont des personnes modestes qui perçoivent un revenu inférieur à 1 000 euros par mois. Surtout, ce que je dis est vrai. Je comprends que ça vous heurte, mais c'est cependant la statistique fiscale. Surtout, et j'aimerais que l'on cesse un instant la politique politicienne, la démagogie pour en convenir tous ensemble, il y avait dans ce pays 2 offenses à la justice fiscale, 2 péchés contre l'esprit. Le premier, c'était en effet que l'on puisse payer plus de 50% de son revenu et parfois même 100% ou plus en impôts annuels. Cela n'existe pas ailleurs où l'imposition sur la fortune a été progressivement supprimée. En France, nous sommes les derniers à l'avoir conservée, mais en dépit de tous les démagogues, il fallait en responsabilité garantir que cela ne conduise pas à des prélèvements confiscatoires. Nous l'avons fait, nous avons eu raison, le gouvernement le revendique. Le second péché contre l'esprit, et vous me permettrez de penser qu'un péché contre l'esprit, ça vous interpelle quand même. Le second péché contre l'esprit, celui contre lequel personne n'avait trouvé de solution avant cette législature, c'est que la multiplication et le déplafonnement de certaines niches fiscales permettaient à des contribuables de s'exonérer complètement d'impôts sur le revenu. Fin 2008, nous avons enfin mis en œuvre un plafonnement effectif des niches fiscales. Nous l'avons fait, nous avons eu raison, c'est cela que le gouvernement revendique. Le vrai scandale, ce n'est pas qu'un citoyen dans ce pays ne paye que 50% d'impôts. Le vrai scandale, c'est que jusqu'ici, on pouvait en payer 0. Cette vérité aussi, j'aimerais que tout le monde s'attache à la rappeler. Je ne nie pas qu'on puisse avoir une réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine, que le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son dernier rapport, a jugé lourde, plus lourde que chez nos voisins d'ailleurs. Mais cette réflexion, il faudra la mener de façon complète, à froid, et pas en période de crise. Votre article 2 vise à confisquer aux dirigeants, par un impôt au taux de 100%, les indemnités de départ excédant 250 000 euros net. L'entreprise qui se risquerait à verser une indemnité pourtant ainsi confisquée serait soumise à une taxe supplémentaire dont les modalités ne sont pas précisées. L'article 3 a pour objet de taxer à 100% toute rémunération liée à l'évolution de cours boursiers. Je pense que vous visez là les stock options et les actions gratuites. Le gouvernement n'est pas favorable à ces 2 propositions. Je m'en explique. En premier lieu, une réponse strictement fiscale ne me paraît pas aujourd'hui la mieux adaptée. Les indemnités versées aux dirigeants à l'occasion de la cessation de leurs fonctions sont en effet par principe imposables. Elles ne sont exonérées par exception et sous plafond que lorsque cette cessation revêt un caractère forcé. Ces dispositions assurent un traitement équilibré des indemnités de départ des dirigeants qui ne sont exonérées que si elles sont versées dans des conditions qui les rapprochent de celles prévues pour l'exonération des indemnités de licenciement des salariés. Mais surtout, le gouvernement a pris des mesures depuis 2 ans pour moraliser la rémunération des dirigeants. Dès août 2007, l'article 17 de la loi TEPA a renforcé drastiquement l'encadrement des parachutes dorés des dirigeants des sociétés cotées. Ce nouveau dispositif impose, à peine de nullité, la fixation de conditions de performance conditionnant le versement d'indemnités de départ, le respect d'une procédure contraignante qui va au-delà de la procédure classique d'approbation des conventions réglementées, la publicité des décisions du conseil d'administration autorisant les engagements et la publicité des décisions constatant la réalisation des conditions de performance. Le régime juridique ainsi mis en place permet déjà
de garantir que les indemnités de départ des dirigeants ne leur sont pas indûment versées, mais récompensent bien leur performance. Vous venez de suivre la discussion générale sur la proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.